Bonsoir, je suis Karine Lavoie, conseillère en communication pour le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement à Québec. Je vous remercie de vous être déplacés pour assister à cette soirée d'information. Juste vous mentionner que ce soir, c'est une reprise en fait d'une séance qui a échoué en raison d'un manque de place le 7 octobre dernier. Donc la première séance à Rawdon devait avoir lieu initialement au Hôtel Tournesol, mais faute de manque de place, on reprend ce soir la même séance en fait qui aurait eu lieu le 7 octobre dernier. Le BAP a reçu le mandat du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de rendre public le dossier complet sur le projet de ligne à 735 kV de la Chamouchouane-Woodlille du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal dans le cadre du mandat de période d'information et de consultation du dossier par le public. Une période d'information réglementaire pour tous les projets soumis à la loi. Donc, c'est une période, toutes sortes de projets en fait, dont celui de ce soir. Pour ce projet-ci, la période a débuté le 18 septembre dernier et prendra fin dimanche, le 3 novembre. Ce soir, on tient la soirée, en fait, cette séance d'information en vue, dans un premier temps, de vous informer sur le projet, de vous faire connaître la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement à l'aide d'une capsule multimédia, et de vous expliquer le processus de participation publique, la demande d'audience publique et pourquoi nous, on intervient à telle étape du dossier. Également, on tient la soirée pour vous permettre de poser des questions sur tous ces sujets. Je vous demande donc de garder vos questions pour cette période, s'il vous plaît. Et je vous rappelle, j'insiste sur le point, ce soir, ce n'est pas un débat public, mais bien une soirée d'information. Elle va se dérouler de la façon suivante. Donc, comme je le mentionnais, il va y avoir 2 capsules, une pour présenter la procédure, une seconde pour présenter le rôle du BAP. Par la suite, je vais vous mentionner le rôle de la période d'information, le rôle du citoyen, c'est-à-dire le recours auquel vous avez droit si vous le désirez. Ensuite, le projet sera présenté par le promoteur, donc un représentant du promoteur fera une présentation d'une durée approximative de 20 minutes et va suivre la période de questions. Alors, on va débuter avec la première capsule. La mission du ministère de l'Environnement est d'assurer la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable. Par le biais de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, certains projets localisés dans le sud du Québec sont soumis à une évaluation environnementale. Sous la responsabilité du ministre, la procédure est encadrée par la loi sur la qualité de l'environnement, par le règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et par les règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques. Elle constitue un outil primordial pour le ministre dans l'exercice de ses fonctions, soit la surveillance et préservation de la qualité de l'environnement et le conseil auprès du gouvernement en matière d'environnement. Les projets visés par la procédure touchent presque tous les secteurs de l'activité humaine. Il s'agit de projets pouvant perturber l'environnement de façon significative, tant le milieu humain que biophysique, et susciter des préoccupations chez le public. La procédure s'applique autant aux projets publics que privés. La procédure vise à orienter l'initiateur du projet dans sa planification, afin qu'il tienne compte de l'environnement et des préoccupations de la population. Elle vise aussi à informer et à consulter le public afin qu'il prenne connaissance du projet et de ses impacts et qu'il exprime ses préoccupations. Enfin, la procédure sert à éclairer la décision du gouvernement concernant l'autorisation du projet. La direction des évaluations environnementales est responsable de l'application de la procédure.
Elle s'appuie sur une équipe multidisciplinaire d'une quarantaine de spécialistes du domaine de l'environnement. Ces spécialistes examinent en consultation avec les autres ministères et organismes publics concernés la qualité des études d'impact et analysent l'acceptabilité environnementale des projets. La procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement comporte 6 phases. En premier lieu, l'initiateur remet au ministre de l'Environnement un avis de projet. Cet avis décrit succinctement les composantes du projet. Une directive précisant les éléments à inclure dans l'étude d'impact est transmise par le ministre à l'initiateur de projet. L'initiateur remet ensuite son étude d'impact au ministre. La direction des évaluations environnementales, en consultation avec les ministères et organismes concernés, vérifie si les exigences de la directive ont été respectées. Si nécessaire, des questions et commentaires sont adressés à l'initiateur afin qu'il apporte des précisions ou des compléments d'information à son étude. Après réception des réponses de l'initiateur, lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante, la direction des évaluations environnementales produit un avis de recevabilité qui permet au ministre de décider s'il la rend publique. Les phases 3 et 4 permettent l'évaluation du projet. Elles se déroulent en parallèle. La phase 3 est conduite par le Bureau d'audience publique sur l'environnement et fait appel à la participation du public. Pendant la phase 4, les spécialistes du ministère, en collaboration avec les autres ministères et organismes concernés, analysent le projet afin de conseiller le ministre sur son acceptabilité environnementale et sur la pertinence de le réaliser ou non, et, le cas échéant, sur les conditions d'autorisation. À partir du rapport du BAP et du rapport d'analyse environnementale, le ministre de l'Environnement effectue sa propre évaluation du projet. Il recommande ensuite au gouvernement l'autorisation ou le refus du projet. Mais la décision finale appartient au gouvernement. Si le projet est autorisé, le ministère vérifie la conformité des plans et devis avec la décision gouvernementale, puis délivre un certificat d'autorisation. La dernière phase de la procédure concerne la surveillance, le contrôle et le suivi environnemental du projet. Sous la responsabilité de l'initiateur, la surveillance et le suivi se traduisent entre autres par un programme de vérification sur le terrain. La surveillance vise à assurer que les travaux et les activités d'exploitation sont conformes aux autorisations. Le suivi consiste à vérifier la justesse des prévisions et des évaluations de certains impacts, tant sur le milieu humain que biophysique, et l'efficacité de certaines mesures d'atténuation ou de compensation. Lorsque requis, des rapports de surveillance et de suivi sont déposés au ministère. Le contrôle est sous la responsabilité du ministère. Celui-ci vérifie la mise en place et l'efficacité des programmes de surveillance et de suivi, ainsi que le respect des règlements et des autorisations gouvernementales et ministérielles. L'évaluation environnementale est un instrument précieux pour assurer le développement durable. Elle s'appuie sur les valeurs des individus, des groupes et des collectivités. Grâce à cette procédure unique, les projets sont mieux conçus. Leurs impacts, tant sur le milieu humain que sur le milieu biophysique, sont limités au minimum. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la procédure en général, vous pouvez consulter notre site internet ou nous rejoindre au numéro de téléphone suivant. Alors, comme on vient de le voir dans la capsule, il y a une phase de participation du public qui est prévue. Alors, on va voir le rôle du BAP et sa mission.
En créant le Bureau d'audience publique sur l'environnement en décembre 1978 par l'adoption de la loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement, l'Assemblée nationale du Québec affirmait le droit des citoyens à l'information et à la consultation. Elle reconnaissait officiellement la valeur et la pertinence de la contribution de la population québécoise à l'évaluation environnementale. Plus encore, elle permettait aux Québécois de contribuer à la décision du gouvernement d'autoriser ou non la réalisation d'un projet susceptible d'avoir des répercussions majeures sur leur environnement. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, aussi appelé le BAP, est un organisme de consultation publique. C'est pour les citoyens un outil privilégié d'information et d'expression sur les projets susceptibles d'avoir des conséquences sur la qualité de vie de leur milieu. Afin d'assurer l'indépendance et la neutralité de ces commissions, les membres du BAP sont assermentés et souscrivent à un code d'éthique et de déontologie rigoureux reposant sur l'équité, l'intégrité, l'impartialité et la transparence. Bien que les commissions du BAP privilégient une approche consensuelle, elles peuvent utiliser, le cas échéant, leur pouvoir quasi-judiciaire afin d'assurer au public l'accès aux documents requis pour l'examen d'un projet. Véritable outil d'aide à la décision du gouvernement, le BAP fournit au ministre de l'Environnement un rapport contenant, entre autres, le point de vue et les suggestions des citoyens, des municipalités, des groupes et des organismes. C'est en s'appuyant sur les résultats de la consultation publique menée par le BAP et sur l'analyse environnementale effectuée par le ministère de l'Environnement que le ministre fait une recommandation au Conseil des ministres à qui revient la décision finale d'autoriser ou non le projet. Pour effectuer son enquête, réaliser son analyse et faire rapport, le BAP consulte la population dans le but d'identifier les attentes du milieu et de cerner les enjeux liés à un projet. Le BAP et le ministère de l'Environnement relèvent tous deux du ministre de l'Environnement. Cependant, ce sont des entités différentes, indépendantes l'une de l'autre et donc complètement autonomes. Alors, on voit à l'écran les différents types de mandats que le BAP reçoit. Alors, vous voyez que présentement, on est en période d'information et de consultation du dossier par le public. Également, on peut recevoir un mandat d'enquête et de médiation de plus ou moins 2 mois et un mandat d'enquête et d'audience publique. Je vais revenir plus en détail sur ce dernier mandat parce qu'on sait qu'il y a eu demande dans ce dossier. Alors, je vais l'expliquer un peu plus longuement tout à l'heure. Alors, quand on parle du rôle de la période d'information et de consultation du public, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on a le devoir d'ouvrir, entre autres, des centres de consultation. Il y a des centres de consultation permanents à Québec et Montréal, et on doit en ouvrir en région où le projet est susceptible de se réaliser. Alors, présentement, le projet Chamouchouane-Bout de l'Île, c'est un projet linéaire. Alors, on a ouvert différents centres de consultation sur le territoire. Ça veut dire également qu'on tient la séance d'information ce soir pour vous permettre, encore une fois, de vous informer sur le projet et la possibilité de poser des questions. Enfin, c'est de vous informer de votre recours si vous souhaitez qu'il y ait un examen public du projet. Ce qu'on appelle, en fait, la demande d'audience publique. La demande d'audience publique, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que ça peut être tout citoyen, groupe, organisme ou municipalité qui désire qu'il y ait un examen approfondi du projet doit demander au ministre la tenue d'une audience publique en indiquant les motifs de la demande et l'intérêt par rapport au milieu touché. C'est important, c'est vraiment auprès du ministre et non auprès du BAP que cette demande doit se faire, parce que nous, on intervient dans un dossier lorsque le ministre nous le demande. Et concernant ça, on sait, juste terminé, à la fin du 45 jours, il y a un compte-rendu de tout ce qui s'est passé, des échanges qu'il y a eu, soit des courriels, des appels téléphoniques. Les préoccupations de ce soir sont prises en note et sont transmises au ministre à la fin du 45 jours pour qu'il prenne connaissance de ce qui s'est passé dans ce dossier-là pendant 45 jours.
Et mon collègue, entre autres, ce soir, j'ai oublié de le présenter, M. Deshaies, à l'arrière, sur le côté, à l'accueil, en fait, c'est son rôle, entre autres, ce soir, de prendre en note ces préoccupations-là. J'ai oublié également de vous mentionner la présence de la directrice des communications, Mme Paquin, qui va prendre une partie de l'animation tout à l'heure. Alors, pour en revenir à la demande d'audience publique, on sait que dans ce dossier-là, le promoteur Hydro-Québec a fait une demande et on a reçu mandat de tenir une enquête et une audience publique. Je peux vous confirmer que l'audience va commencer le 10 novembre prochain. Par contre, pour ce qui est des dates exactes et des lieux des séances, parce que lorsqu'il y a audience publique, il n'y a pas une seule séance, ça s'étend sur plusieurs jours. Alors là, c'est des informations qui vont venir bien sûr rapidement, mais à l'heure actuelle, on n'a pas l'information à vous fournir présentement. Alors, c'est un petit peu ce que... Oui, ce qui est important aussi de noter, c'est que la demande doit être absolument envoyée par écrit et il y a une date limite à respecter. C'est le 3 novembre, donc c'est dimanche. Et c'est vraiment le sceau de la poste qui fait foi là, de la date de l'envoi. Autrement dit, si par exemple vous l'envoyez le dimanche et que le ministère le reçoit le mercredi, bien, si c'est le sceau de la poste qui est indiqué le 3 novembre, votre demande est valide. Elle est dans les temps. Alors, comme je le mentionnais, le mandat d'enquête et d'audience publique, plus en détail, qu'est-ce que c'est? Alors, une fois que la lettre mandat du ministre est transmise au président du BAP, M. Barry, il forme une commission d'enquête. Comme je le mentionnais, on a la date de début du mandat, 10 novembre. C'est un mandat de 4 mois. Donc, la date limite pour la commission, pour remettre son rapport au ministre, en fait, c'est le 9 mars 2015. Elle se divise en 2 parties publiques. Alors, à 2 reprises, la commission se déplace sur le territoire. Dans un premier temps, pour la première partie, qui vise à approfondir la compréhension du projet. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la commission... Je vais aller plus loin, je pense que j'ai... C'est ça, c'est sur le questionnement. Vous voyez une image un peu des... J'aurais dû avoir un pointeur. Donc, vous voyez un peu la logistique à l'avant. Au centre, on voit la table de la commission. Ça peut être 1, 2 ou 3 personnes, tout dépendant des projets. Vous avez d'un côté, du côté gauche, vous avez la table du promoteur. Excusez-moi. Alors, vous avez la table du promoteur à gauche et la commission invite également des personnes ressources. Personnes ressources qui, de par leur champ de compétences, sont invitées à apporter des éléments de réponse pour soit le questionnement de la commission, parce qu'évidemment, la commission a une partie enquête à faire, et pour répondre également aux questions du public. Alors, pour une même question qui est posée, la question peut être adressée autant aux promoteurs qu'aux personnes ressources. Quand on parle de personnes ressources, on mentionne des différents ministères. Alors, le ministère de l'Environnement est invité, bien sûr. Il peut y avoir d'autres ministères, le MAPAC, le ministère des Transports, je vous dis ça à titre indicatif. Alors, eux, leur présence, c'est à droite. Il y a une petite table juste devant le public, c'est la sténotypiste. Alors, elle note, son rôle, en fait, c'est de noter tout ce qui est dit. Donc, ça devient un document officiel. Alors, tout ce qui est dit en audience est enregistré et fait preuve de ce qui est dit, finalement. Au milieu, vous voyez, c'est la table des intervenants. Alors, les gens sont invités à venir poser des questions à cette table-là. Et à l'arrière, on ne le voit pas sur le champ, en fait, sur la photo, mais il y a l'équipe d'accueil. Alors, les gens qui désirent poser des questions doivent s'enregistrer au registre, en fait. Et il y a la coordonnatrice de la commission qui est responsable des documents, parce qu'évidemment, il y a d'autres documents qui sont déposés pendant l'audience. Alors, en gros, c'est ça. Comme je le mentionnais, une première partie, ce n'est pas une seule séance, ça s'étend sur plusieurs. C'est en après-midi et en soirée, sur plusieurs jours. Il y a web-diffusion, on sait dans ce dossier-là aussi qu'il va y avoir web-diffusion audio et vidéo. Les règles de participation, en fait, l'avis d'intention concerne, ça c'est plus pour la deuxième partie, excusez-moi, je vais y revenir.
Une fois que la première partie est terminée, la commission se retire et il y a un délai minimum de 21 jours. Maintenant que le questionnement approfondi est fait, ceux qui le désirent peuvent produire un mémoire dans lequel ils indiquent leur opinion, finalement. C'est vraiment le but de l'exercice, donner leur opinion, donner leur argumentation, pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre et sur quel argument. Par la suite, après le 21 jours, la commission revient. Mais par contre, pendant 21 jours, excusez-moi, les gens doivent indiquer leur avis d'intention. Donc, ils doivent indiquer à la commission, pour des questions de logistique, qu'ils veulent déposer un mémoire. Parce que vous avez la possibilité de simplement faire un dépôt de mémoire. Vous avez la possibilité de le présenter devant la commission lors de la deuxième partie. Et il y a une troisième possibilité qui est la présentation verbale. Ça, c'est-à-dire que s'il y a, par exemple, la place à la fin d'une séance, mais vous avez la possibilité de faire un mémoire verbal. Mais il faut vraiment indiquer votre avis d'intention de faire un mémoire. Alors ça, c'est une question de logistique, en fait. C'est tout dépendant du nombre de personnes qui déposent un mémoire, mais évidemment, ça précise le nombre de séances nécessaires et tout ça. 4 jours également avant le début de la deuxième partie, vous devez transmettre votre mémoire. Alors, pour que la commission ait l'occasion d'en prendre connaissance avant d'arriver sur le terrain, de le lire également pour éventuellement poser des questions de précision. Vous devez le transmettre 4 jours avant. Mais ne vous inquiétez pas, tous ces détails-là, en fait, vont être précisés lors de la première partie. Mais déjà, vous allez avoir un petit aperçu. Alors là, c'est une photo qui illustre la deuxième partie. La différence principale en deuxième partie, c'est que la table des personnes ressources et du promoteur disparaît. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rôle particulier à jouer à la deuxième partie. Ils peuvent assister au même titre que les citoyens à cette partie-là, mais ils n'ont pas de rôle particulier. Donc, c'est l'écoute des mémoires. Alors, les gens sont invités à venir lire leur mémoire et la possibilité d'échanger avec la commission. Encore une fois, c'est web diffusion, audio et vidéo. Donc, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple, peuvent écouter par Internet tout ce qui se passe. C'est un peu ce que je dirais. Et à la fin du mandat, donc à la fin du 4 mois, comme je le mentionnais, c'est la date limite pour la commission de déposer son rapport au ministre. Et le ministre, il a 60 jours par la suite pour le rendre public. Alors, si on parle hypothétiquement d'un dépôt le 9 mars 2015, alors on peut penser au mois de mai, le délai maximal dont dispose le ministre pour le rendre public. Et c'est de la même façon, en fait, on envoie un communiqué indiquant que le rapport est maintenant public. Et donc voilà, vous recevez une copie Internet et si vous souhaitez une copie papier du rapport. Alors, c'est important de mentionner aussi que les commissions d'enquête examinent dans une perspective de développement durable les projets qui leur sont soumis en appliquant la notion d'environnement retenue par les tribunaux supérieurs, laquelle englobe les aspects écologiques, sociaux et économiques. Ainsi, dans le cadre de la loi sur le développement durable, le BAP s'est donné un plan d'action permettant aux commissions d'enquête de considérer l'ensemble des 16 principes de la loi afin d'intégrer la recherche d'un développement durable dans leur démarche d'analyse. Alors, vous mentionnez également, vous avez disponible à la table sur le côté ce document-là. Ça explique un petit peu plus en détail ce que je viens de dire, qu'est-ce que l'audience publique, qu'est-ce que doit contenir un mémoire, par exemple, les démarches, à qui adresser, il y a l'adresse du ministre dans ce document-là. Alors, je vous invite à en prendre une copie si ce n'est déjà fait. Également, pour les gens qui n'auraient pas reçu un courriel ou par la poste un communiqué en date du 18 septembre, alors je vous invite à remplir ce formulaire-là, qui est un formulaire d'inscription à la liste d'envoi qui est propre au projet, et de privilégier, s'il vous plaît, l'envoi courriel. Alors, si vous avez une adresse courriel, on privilégie ce mode d'emploi-là.
dans un esprit de développement durable. Et autrement dit, vous allez recevoir l'ensemble des communiqués qui vont être émis dorénavant. Et on vous demanderait également de remplir ce formulaire-là, un formulaire de sondage. Ce n'est pas une appréciation du projet d'Hydro-Québec, c'est vraiment sur la séance de ce soir, sur le service que vous avez eu. Et on a des crayons à l'arrière si vous êtes intéressés.